de l'Afrique et des nations autochtones, mais parler de cette lutte commune qui nous lie, cette lutte contre le colonialisme. Et je vais adopter une perspective panafricaine, donc je vais définir le panafricanisme dans une approche anthropologique, avant d'explorer les parallèles entre nos combats, parce qu'il y a beaucoup de points qui nous lient. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la définition du panafricanisme. Et j'aime bien cette phrase de l'historien Hamzat Boukari Yabala, qui dit que le panafricanisme, c'est l'idée d'une solidarité entre les peuples africains. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'idée de solidarité. Parce qu'en effet, le panafricanisme, c'est une expérience historique. C'est un mouvement culturel qui est né d'une solidarité, mais aussi qui est né d'une résilience face à l'oppression coloniale. Et pendant des siècles et des siècles, des millions d'Africains ont été déportés dans les Amériques avec la traite négrière. Et lors de cette déportation d'Africains, d'esclaves africains, il y a eu deux histoires qui se sont créées. L'une, c'est l'histoire du continent africain, c'est-à-dire l'histoire de ceux qui sont restés et qui ont vécu dans le continent, et l'histoire de la diaspora africaine. Et le panafricanisme est d'une part l'histoire de cette diaspora africaine. Parce que le panafricanisme prend naissance dans cette diaspora, notamment à Haïti, avec la révolution de 1804, où des Africains déportés ont pris le contrôle d'un territoire en dehors, à l'extérieur de l'Afrique. Et ce territoire, c'était Saint-Domingue, qui fut la colonie française la plus riche du Nouveau Monde. Ils l'ont pris contre leur gré, certes, parce qu'ils n'ont pas choisi délibérément de prendre le contrôle de ce territoire, mais ils l'ont pris par une nécessité de survie. Donc le panafricanisme, c'est quelque part l'histoire de survie des peuples africains, qui est symbolisée par cette victoire d'Haïti, cette victoire où des gens originaires d'Afrique et qui ont, lors du Middle Passage, c'est-à-dire la traversée de l'Atlantique, ces populations venues de différentes régions d'Afrique ont forgé une identité commune autour de leur africanité en construisant ce qu'on appelle des africanismes. Et le panafricanisme, c'est donc l'ensemble de ces africanismes-là, c'est-à-dire l'ensemble de ces survivances culturelles hors du continent africain. Et c'est ça la définition anthropologique du panafricanisme. Donc c'est un mouvement de libération anticapitaliste, anti-esclavagiste et anti-colonialiste qui va évoluer tout au long du XVIIIe siècle. Et l'ironie du sort, c'est que dans cette évolution de l'histoire du panafricanisme, ceux qui étaient déportés ont trouvé leur indépendance, ont trouvé leur liberté dans les Amériques, au moment où ceux qui sont restés en Afrique sont devenus esclaves dans leur terre d'origine. Donc c'est ça l'ironie du sort. Et ça fait que les Africains de la diaspora, qui sont devenus nouvellement indépendants, vont commencer à nourrir cette idée de revenir sur le continent africain pour le libérer du colonialisme, pour le libérer de la domination étrangère. Donc à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le panafricanisme a commencé à se structurer avec des penseurs afrodescendants comme Sylvester Henry Williams et William Dubois, et entre autres Marcus Garvey. Et l'une des figures les plus marquantes, c'est Kwame Nkrumah, qui a ramené ces idées-là sur le continent africain et qui a libéré le Ghana en 1957. Donc, le panafricanisme, je le dis encore une fois, c'est un mouvement anticolonialiste, anticapitaliste, anti-esclavagiste qui s'est développé à travers des congrès et des solidarités reliant la diaspora et le continent africain. Et aujourd'hui, c'est cette quête d'unité qui nous lie aujourd'hui au Québec et aux nations autochtones dans notre combat commun contre le colonialisme. Alors, vous vous demanderez sûrement c'est quoi les impacts de ce colonialisme en Afrique. Alors, les impacts de ce colonialisme ont été dévastateurs et
et ont agi sur différents points comme l'exploitation des ressources, l'imposition linguistique, c'est-à-dire le français et l'anglais, et quelque part l'allemand, mais aussi la marginalisation des savoirs locaux. Le colonialisme a laissé des cicatrices très très profondes en Afrique et ses impacts se ressentent encore aujourd'hui. Pour ce qui est de l'exploitation des ressources, pendant la colonisation française, je vais prendre l'exemple du Sénégal, parce que je suis sénégalais, mais cet exemple est généralisable à toute l'Afrique, parce que nous avons tous cette histoire commune de colonisation. Alors, au Sénégal, la colonisation a transformé l'économie sénégalaise en une économie d'extraction pour enrichir la métropole qui était la France, avec des monocultures comme l'arachide qui ont fragilisé notre souveraineté alimentaire. Et aujourd'hui, ce modèle perdure sous forme de néocolonialisme. Parce qu'il y a toujours des multinationales étrangères qui contrôlent des secteurs clés comme la pêche, les secteurs des mines, le phosphate, entre autres. Par exemple, selon un rapport de l'ONG Greenpeace en 2019, les grandes flottes industrielles européennes surpêchent au large de nos côtes, capturant jusqu'à 500 000 tonnes de poissons par an, ce qui prive nos pêcheurs artisanaux de leurs ressources. Et l'impact est dramatique dans la mesure où elle accentue ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Donc, il y a chaque année des milliers de jeunes Sénégalais, souvent des pêcheurs, qui, au bord de pirogues ou d'embarcations de fortune, essaient de rallier la France. Et beaucoup perdent la vie dans cette quête dans ce voyage, dans cette quête d'une vie meilleure. Et je pense que ce chemin qu'ils ont poursuivi, c'est juste le chemin de leurs ressources, qui sont exploitées par les multinationales étrangères. En 2023, les autorités sénégalaises ont rapporté que plus de 1000 migrants, principalement des pêcheurs, ont péri en mer en tentant donc cette traversée dont je viens de parler. Ensuite, il y a l'imposition linguistique. Le français est imposé comme langue officielle au Sénégal et le français domine l'administration, l'éducation et les affaires et ça marginalise nos langues nationales comme le Wolof par exemple, qui est parlé par près de 80%, voire 90% de la population. Et un enfant sénégalais peut grandir en pensant que sa langue maternelle est inférieure. Et ce qui est une forme de violence culturelle. Parce que il y a mon compatriote sénégalais Abdallah qui est là, et il y a des Sénégalais qui se réjouissent de parler français et de ne pas parler leur langue nationale. Donc vous voyez l'étendue de la violence culturelle qui est due à cette imposition de la langue française comme langue nationale. Et cette domination linguistique coupe les générations de leur histoire et renforce l'influence occidentale. Et pour finir, la marginalisation des savoirs locaux, les systèmes éducatifs coloniaux ont dévalorisé nos connaissances traditionnelles, comme les pratiques agricoles, la médecine naturelle, les récits oraux, au profit de savoirs européens. Et par exemple, on ne nous a pas appris l'histoire de nos rois, que quelque peu, parce qu'au Sénégal, il y avait des royaumes donc, qui ont résisté à la colonisation. Et leur histoire, on nous l'enseigne à l'école primaire, que très peu. Mais une fois au secondaire, à l'université, on nous enseigne l'histoire de rois français. C'est paradoxal en fait. Donc, cette déconnexion nous rend dépendants de modèles étrangers, alors que nos solutions locales sont souvent mieux adaptées à nos réalités. Et ces impacts, comme l'exploitation économique, la domination linguistique et la marginalisation des savoirs locaux, entravent notre autodétermination. Mais nous le verrons avec le Québec et les nations autochtones, qui partagent aussi des expériences similaires, ce qui ouvre la voie à une lutte commune. Donc, après l'impact de la colonisation ou du colonialisme en Afrique,
vu que nous sommes dans une perspective de dégager nos points communs, nous allons essayer de voir ces impacts au Québec et au niveau des nations autochtones. Comme en Afrique, le colonialisme a profondément marqué le Québec et les nations autochtones, mais sous des formes différentes. Commençons par le Québec, qui, après la conquête britannique en 1763, la domination anglo-canadienne s'est imposée sur les francophones. Selon l'historien Alan Greer, je ne sais pas si j'ai bien prononcé mon nom, bah, ça va être une sorte de réciprocité parce qu'on prononce mal mon nom tout le temps. Pour lui, les élites britanniques ont cherché à marginaliser la langue française en imposant l'anglais dans les institutions, dans l'éducation et le commerce, reléguant le français à un statut secondaire. Par exemple, jusqu'au XXe siècle, les lois comme l'Acte d'Union de 1840 ont tenté d'assimiler les francophones en favorisant l'anglais surtout, et ce qui a alimenté des mouvements de résistance comme la rébellion des Patriotes en 1837 et 1838. Et aujourd'hui encore, cette marginalisation se ressent. Parce qu'il y a un rapport de l'Office québécois de la langue française de 2022 qui indique que l'usage du français dans les milieux de travail à Montréal a diminué de 5% entre 2016 et 2021, sous la pression de l'anglais et de la mondialisation. Et pour ce qui est des nations autochtones, leur expérience du colonialisme a encore été plus brutale, marquée par l'accaparement de leurs terres et l'assimilation culturelle. Et selon le rapport de la Commission royale pour les peuples autochtones en 1996, les traités, comme les traités numérotés 1811-1817, sont souvent utilisés pour déposséder ces autochtones-là de leur territoire, les confinant dans des réserves. À cela s'ajoute l'assimilation culturelle. Les pensionnats autochtones en activité de 1883 aux années 1990 ont été un outil clé pour briser les cultures autochtones. La Commission de vérité et de réconciliation du Canada, en 2015, ils ont documenté que plus de 150 000 enfants ont été arrachés à leur famille, interdits de parler leur langue et souvent soumis à des abus. Et ces politiques ont causé un traumatisme intergénérationnel. Je pense que Beau en a parlé. Et avec des impacts qui sont durables, selon par exemple Statistique Canada en 2021, les autochtones sont encore surreprésentés dans les indicateurs de pauvreté, pour rejoindre ce que Beau disait, et des problèmes de santé mentale, en partie à cause de cette déconnexion culturelle. En résumé, au Québec, la domination anglo-canadienne a marginalisé l'identité francophone, tandis que les nations autochtones ont subi un génocide culturel et une dépossession territoriale. Et ces expériences, bien que distinctes, montrent que le colonialisme a cherché à effacer les identités pour imposer un pouvoir. Nous verrons ensuite comment nos luttes convergent, notamment les points communs de nos luttes contre l'exploitation économique, la domination culturelle et la résistance pour l'autodétermination. Après avoir exploré les impacts du colonialisme en Afrique, au Québec et chez les nations autochtones, nous voyons clairement des points communs qui unissent nos luttes. D'abord, l'exploitation économique. En Afrique, comme je l'ai mentionné au début, des multinationales pillent nos ressources, comme les mines, la pêche, les terres agricoles, souvent au profit de puissances étrangères, laissant nos populations dans la précarité. Au Québec, vous faites face à un phénomène similaire, avec des entreprises fédérales ou étrangères qui exploitent vos ressources, comme l'hydroélectricité par exemple, ou les forêts, sans que les bénéfices reviennent pleinement aux Québécois. Par exemple, l'Hydro-Québec, bien que québécoise, exporte une partie importante de l'électricité vers les États-Unis, et les profits ne servent pas toujours à réduire les inégalités ici au Québec. Et pour les nations autochtones,
l'exploitation est encore plus directe, avec leurs terres souvent riches en ressources comme le pétrole ou le bois, qui sont accaparées pour des projets comme les pipelines, sans leur consentement, comme on l'a vu avec le pipeline de Coastal GasLink sur le territoire de West-Wetlands, c'est comme ça? Oui, West-Wetlands. Ok. Donc voilà. Ensuite, la domination culturelle. En Afrique, l'imposition du français ou de l'anglais marginalise nos langues, mais aussi nos savoirs. Et au Québec, la pression de l'anglais menace aujourd'hui l'identité francophone, comme l'a montré le déclin de l'usage du français à Montréal. Et les nations autochtones, les pensionnats ont cherché à éradiquer leur langue et leur culture avec un génocide culturel dont les effets se ressentent encore. Mais dans chacun des cas, le colonialisme vise le même objectif: nous priver de notre identité pour mieux nous contrôler. Donc c'est ça l'arme destructrice du colonialisme. Ils cherchent toujours à priver les peuples de leur identité pour mieux les contrôler. Alors, ce qui nous unit véritablement, c'est notre résistance pour l'autodétermination. En Afrique, le panafricanisme nous pousse à prendre le contrôle de nos ressources et à valoriser nos cultures, comme l'a fait l'Éthiopie en résistant à la colonisation italienne en 1896. Au Québec, votre combat pour l'indépendance est une quête d'autonomie face à la domination fédérale portée par des mouvements comme le Parti québécois ou le référendum de 1980 et 1995. Les nations autochtones, elles, luttent pour leurs droits territoriaux et culturels. Donc nos luttes convergent vers un même idéal, celui de décider de notre avenir, de protéger nos identités et de briser les chaînes du néocolonialisme. Et nos ennemis, les systèmes capitalistes, les multinationales et les politiques assimilatrices sont les mêmes. Et en nous unissant, nous pouvons transformer nos résistances en victoire. Et pour transformer ces résistances en victoire, passons maintenant aux pistes concrètes pour renforcer cette solidarité. Et pour renforcer cette solidarité, je pense qu'on peut agir sur 3 points, c'est-à-dire l'échange entre les militants, les réseaux anti-multinationaux, mais aussi la promotion de nos langues et cultures. La première piste, c'est-à-dire les échanges entre militants. Nos mouvements ont beaucoup à apprendre les uns des autres. Par exemple, le front dans lequel je fais partie, le Front révolutionnaire anti-impérialiste, panafricain et populaire, a déjà collaboré avec l'Action socialiste du Québec, dirigée par Billy, qui en 2023, ils se sont déplacés à Dakar pour partager leur savoir et leurs pratiques sur la mobilisation communautaire. Et je pense que ces initiatives sont à multiplier. Pour quand même ne pas organiser d'ici la fin de l'année un colloque international réunissant toutes nos organisations partenaires sur un sujet à définir ensemble, ce serait sans doute une belle façon d'ouvrir des perspectives et de renforcer davantage nos liens. Et la deuxième piste, c'est de créer des réseaux anti-multinationaux. Parce qu'il faut oser le dire, ils sont très très puissants, les multinationales. Ouais. Et ils agissent avec la complicité de nos gouvernements. Alors, des réseaux où nous allons nous unir en une seule voix peut, en quelque sorte, alimenter cette lutte, parce qu'on peut unir nos forces pour faire pression sur les gouvernements et les organisations internationales en lançant notamment des campagnes conjointes pour des lois protégeant nos économies locales, comme l'ont fait les West-Wetlands. J'ai les mêmes problèmes que vous quand il s'agit de l'anglais. Donc, c'est des choses à valoriser, parce que je pense que ces pressions qu'on fait sur le gouvernement, le Sénégal l'a réussi, parce qu'en 2024, on a un nouveau gouvernement depuis 1 an, qui se réclame panafricaniste, qui se réclame souverainiste, et les accords de pêche dont j'ai parlé tantôt, qui
nous dépouille de nos ressources sont arrivés à terme en 2024. Et ces accords n'ont pas été reconduits par le nouveau gouvernement. Donc ça montre que toutes ces années de lutte, toutes ces années de production, on porte les fruits. Et la troisième piste, c'est de promouvoir nos langues et cultures. Nos identités sont notre force. Donc, il faudrait que l'on valorise nos langues. Pour ce qui est de l'Afrique, que l'on valorise nos langues locales, que le français soit valorisé au Québec et que les langues autochtones comme l'UNI soient aussi valorisées à travers des festivals ou des programmes éducatifs communs. Et ces projets vont renforcer notre résilience face à l'assimilation. Alors ces trois pistes peuvent tisser des liens entre nos peuples parce que nous sommes des camarades de lutte. Il y a quelque chose de fondamental qui nous lie, c'est notre soif de l'indépendance, notre volonté de souveraineté. Donc pour finir, je vous remercie pour votre attention. À travers cette présentation, nous avons vu que l'Afrique, le Québec et les nations autochtones partagent une histoire commune de lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme. Le panafricanisme nous enseigne que l'unité est la clé de notre victoire. En partageant nos expériences, en combattant ensemble les multinationales et en célébrant nos cultures, nous pouvons bâtir un avenir où chacun de nos peuples sera véritablement souverain. Et pour finir, je vais juste parler de ma présence ici. Je viens de Québec, j'ai fait plus de 200 km. Et rassurez-vous, ma présence ici n'est pas fortuite. Nous avons engagé un dialogue dès le départ, notamment à travers des échanges comme celui entre le FRAPP et l'Action socialiste du Québec à Dakar en 2023. Et ce sont des initiatives concrètes qui montrent un engagement culturel et pas une simple façade. Ma présence ici s'inscrit dans cette logique. Je suis ici pour partager l'expérience panafricaine, apprendre des vôtres et proposer des pistes de solidarité, comme le colloque international dont j'ai parlé. Donc, cela dit, je suis d'accord que les mouvements de solidarité doivent rester vigilants au risque de tokenisme. Mais si nous voulons une collaboration authentique, elle doit être égalitaire, transparente et centrée sur des actions tangibles, pas que sur des apparences. Donc, sans plus monopoliser la parole, donc je vais m'en tenir là et j'espère qu'on aura l'occasion de discuter davantage avec les séances de questions et réponses. Je remercie l'Action socialiste pour cette opportunité qu'ils m'ont donnée de vous parler du panafricanisme, pour cette opportunité d'apprendre de vous, que ce soit un échange mutuellement avantageux. Et je m'excuse encore de mon retard, parce que je devais être le premier panéliste. Mais encore une fois, l'essentiel c'est que je sois là et que je puisse avoir l'occasion de discuter avec vous. Merci de votre aimable attention.